Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Alors, nous sommes heureux d'être entourés d'hommes, pour une fois. Eh oui. Marie-Laure, c'est toi, tu nous as invités? Oui, alors je Un suis charmant monsieur. un charmant monsieur qui s'appelle Frédéric Quinonero. Ravi de vous recevoir sur le plateau de Love Sister. Ravi d'être là. Merci de me recevoir. Oui, alors vous êtes passionné depuis toujours de musique, de cinéma et de littérature. Et ces trois passions vous ont naturellement amené à écrire, mais essentiellement des biographies d'artistes français du cinéma et de la chanson. Oui, surtout de la chanson. Oui, depuis toujours, effectivement, je suis passionné de chansons françaises. Le cinéma est venu après, pendant l'adolescence, mais la chanson française, effectivement, puis la littérature, l'écriture, et puis par hasard, tout s'est lié. Alors vous êtes un écrivain plutôt prolifique, puisqu'entre 2006 et 2025, vous avez écrit plus d'une trentaine de biographies, à commencer par celle consacrée à notre hôtelier, notre Johnny Hallyday national. Voilà, ça, c'est normal que ce personnage puisse vous inspirer, j'allais dire. Et puis après, on le voit ici, quelques biographies sont posées ici sur les tables. Vous avez écrit notamment des biographies consacrées à Jane Birkin, Sylvie Vartan, Michel Sardou, Florent Pagny, Patrick Bruel. Et pour le cinéma, Sophie Marceau et Juliette Binoche. Et bien d'autres. C'est ça. Et bien d'autres. Et on peut voir également un roman qui est plutôt un récit autobiographique qui s'appelle Chemin d'enfance, qui donc est autobiographique, comme je l'ai dit. Oui, qui explique tout. Ma passion pour la chanson y est dedans. Oui, c'est un récit sur mon enfance en Cévennes, donc entre Corbès, Toiras, Anduze, et puis entouré de musique, c'est au début des années 70, à l'époque où les Cévennes ont été, où des babacools sont venus dans les Cévennes, beaucoup d'artistes, de musiciens, etc. qui sont venus. J'ai vu des films, c'est génial, les babacools. J'adore. Bon. Voilà, donc j'ai vécu cette période-là, donc entouré d'artistes, et ça nourrit probablement ma passion. Tout à fait. Vous avez également écrit dans la foulée de celui-ci un autre roman qui s'intitule Carole, Eden n'existe pas. Ouais. Inspiré aussi de la chanson, puisque c'est l'histoire d'une chanteuse. C'est un huis clos qui se passe pendant la nuit des inondations à Anduze, dans le Gard, en 2002. Donc c'est deux personnages qui n'étaient pas amenés à se rencontrer, qui se rencontrent cette nuit-là et qui ne peuvent pas faire autrement puisqu'ils sont bloqués au même endroit cette nuit-là. Et donc je fais ça pour le plaisir, c'est mon plaisir personnel. Donc on vient me chercher pour des biographies, je suis connu surtout pour ça. J'ai deux éditeurs parisiens chez qui je publie, et puis j'ai créé ma petite édition personnelle pour me faire plaisir. Tout à fait, alors c'est ce que j'allais dire, ce roman-là, vous l'avez auto-édité avec votre propre label qui s'appelle La Libre Édition. Ouais. Donc on peut vous trouver aussi sous ce label-là, et les labels, les éditeurs qui vous prennent pour vos biographies, c'est essentiellement l'Archipel et Mareuil. Oui, aujourd'hui c'est ça. L'Archipel et Mareuil, donc on les trouve partout en librairie. Voilà. Et ma libre édition, on peut la trouver dans les ventes par correspondance sur le site Book on Demand, BOD, puisque c'est la plateforme sur laquelle j'auto-édite, puis aussi sur Amazon, de sites, tous les sites de VPC. Voilà. Et aussi la Serampe. On peut les demander en librairie, effectivement. Sur commande maintenant. Sur commande, ils sont référencés, il y a un code ISBN, tout a été fait de façon professionnelle. Oui. Alors aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour nous présenter votre dernière biographie. Elle n'est pas encore sortie, elle va paraître le 6 novembre. Et cette biographie-là est consacrée à un autre grand chanteur de la chanson française qui est Michel Jonas. Elle s'intitule Mister Blues. Bon, ça ne nous étonne pas forcément, puisque le blues, c'est vraiment quelque chose qui colle à ce chanteur. Et donc, cette biographie est éditée aussi chez l'Archipel. Alors moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment êtes-vous arrivé à écrire, aller vers ce genre littéraire qui est la biographie? Vous nous en avez parlé par rapport à votre récit autobiographique, mais dites-nous en plus.
Au départ, moi j'écrivais, hein, j'ai une passion pour l'écriture, donc c'était des romans. J'avais un ami romancier qui m'encourageait, qui me conseillait. On a toujours quelqu'un comme ça qui nous met le pied à l'étrier en quelque sorte et qui nous pousse à aller de l'avant. Et puis un jour par hasard, j'écrivais sur des blogs sur le net, donc des blogs de chansons. Et un copain comme ça, journaliste, a trouvé que j'écrivais bien probablement et m'a dit qu'il avait son éditeur qui recherchait quelqu'un qui voulait publier un livre sur Johnny Hallyday, mais un livre sur Johnny abordé sous un angle original. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de livres qui avaient été faits sur lui. Et ça a commencé comme ça, Johnny étant mon idole de toujours, d'enfance en tout cas. J'avais commencé quand j'étais petit à remplir des cahiers avec tout ce qui lui arrivait, mois par mois, jour par jour. Et donc j'ai proposé ça, en fait, c'était mon angle, il était tout trouvé. Donc c'est Johnny encore qui vous a mis le pied à l'étrier. Johnny, voilà. J'en ai écrit plusieurs sur Johnny. Toi-même qui fais des couvertures? Les couvertures, on choisit en commun avec mon éditeur et puis les membres les gens qui travaillent à l'édition. Voilà, donc je vais chercher moi quand même auprès des agences, voir un petit peu ce qu'ils proposent en photo. On fait un choix comme ça et puis on décide en commun. Ouais, c'est toujours moi qui ai le dernier mot quand même. Parce qu'il y a quand même un droit à l'image, non, au niveau de la couverture. Voilà. On paye le copyright, oui, bien sûr. C'est un droit d'auteur c'est normal pour les photographes. Oui. Ouais. Alors on va se recentrer sur Michel Jonas. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que Michel Jonas, on le connaît depuis au moins 50 ans, enfin du moins certaines générations le connaissent, plus même. C'est un chanteur connu et reconnu et ce qui est très étrange, c'est que la biographie que vous lui consacrez est la première biographie qui lui est consacrée. Il n'y a pas eu avant. Et donc ça, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que c'est l'une des raisons qui a fait que vous avez choisi ce chanteur, ou je présume qu'il n'y a pas que cette raison-là, mais le fait que ce soit sa première biographie, c'est quelque chose d'assez symbolique tout de même. En tout cas, c'est quelque chose qui permet une plus grande liberté, puisque il n'y a pas de comparaison possible. Hein, voilà, on est libre de l'aborder en tout cas et de faire la biographie. J'ai essayé de faire la biographie la plus complète qui soit. Voilà, donc ce n'était pas l'idée au départ. Au départ, c'est Michel Jonas parce que j'aime l'artiste, parce que j'ai quand même suivi sa carrière et c'est un personnage aussi qui a une histoire qui est intéressante, un passé, parce que là, quand on écrit une biographie, on parle surtout de l'œuvre de l'artiste, mais cette œuvre, elle est nourrie par un passé, son histoire personnelle, voilà, les origines, l'enfance. Il est juif hongrois, donc sa famille, certains membres de sa famille sont allés dans les camps de concentration. Ils sont même morts. Voilà, oui, une partie de sa famille du côté de sa mère ont été assassinés par les nazis à Auschwitz, ouais. Voilà, donc il y a tout un poids comme ça, le poids du passé. On retrouve dans sa voix, d'ailleurs, dans cette espèce de mélancolie tzigane, cette origine-là. Alors, c'est un mélange d'origine, Michel Jonas, c'est cette mélodie, ces origines tziganes du côté de ses aïeux. C'est ses parents qui lui ont fait découvrir la grande chanson française, Piaf, Brel, Ferré, etc., Brassens. Et c'est sa musique à lui de son enfance, celle des années 60, le rhythm and blues, le rock. Donc Jonas a démarré au Golf Drouot, il fréquentait le Golf Drouot, il a joué là-bas. Donc c'est un mélange de ces trois sources-là qui ont fait l'œuvre de Michel Jonas. Voilà. Et pour un auteur-compositeur, il faut aller chercher forcément du côté de ses origines pour comprendre mieux son œuvre. Son œuvre, tout à fait. Et ton travail, si je peux me permettre, en t'écoutant, là, est hyper documenté, en fait. Ah oui. Oui, un travail de documentation. C'est le plus intéressant, d'ailleurs, quand on écrit des biographies, c'est ce travail-là, de recherche, de documentation. Tout à fait. Ouais. Et est-ce que vous avez des projets d'écriture de biographie, de romans en cours? Oui, alors la prochaine biographie, ce sera Julien Clerc, probablement, parce que j'ai commencé à travailler dessus, et ce sera pour les éditions de Mareuil. Donc Julien Clerc qui va fêter ses 80 ans bientôt, pas encore, dans 2 ans, et une grande tournée qui va s'appeler Une vie, donc qui a un titre un petit peu comme ça,
qui sonne un petit peu comme un bilan, quoi, on va dire. Donc c'est l'occasion rêvée pour faire quelque chose. En plus, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Tout à fait. Et j'ai terminé un roman. Alors, j'ai terminé un roman que j'ai envoyé à des éditeurs. Verra bien. En mois d'attente. En attente de retour des éditeurs. C'est ça. D'accord. Et si j'ai pas de retour, je l'éditerai à la libre édition. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir son propre label. C'est ça. Tu as des événements de prévus, des signatures Et décembre, après. Après décembre. Qu'est-ce que j'ai là? Déjà le 22, on est déjà le 22 aujourd'hui. Non, j'ai pas de salon prévu pour avant Noël, non. Mais tu en fais. C'est surtout pour l'an prochain, pour 2026. Oui, j'en fais. De temps en temps, alors cette année, je sais pas si je serai au salon de la biographie de Nîmes. Cette année, il reste plus que 8 jours. Ouais. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Mais en janvier, en général, c'est en janvier le festival de la bio de Nîmes. Donc, il se décide là, dans ces jours-ci. Donc, normalement, je devrais être au courant si j'étais invité. Je ne pense pas que j'y suis cette année. Très bien. Mais souvent, j'y suis, en tout cas. Ouais. Très bien. Donc, pour terminer, vous allez regarder la caméra et nous redire où on peut trouver vos livres. Vous l'avez déjà évoqué pendant cet entretien, mais où on peut vous trouver chez tous les libraires. Alors oui, les livres consacrés à la chanson. Alors, en tout cas, le dernier, Michel Jonas, qui sort le 6 novembre, vous le trouverez dans toutes les librairies qui ont un rayon art, chanson. Voilà, donc que ce soit la Fnac, Soramps, et puis même les librairies de quartier. S'ils ne l'ont pas, ils se commandent facilement. Et pour mes romans, donc édités sur mon propre label, la Libre Édition, vous les trouvez, de toute façon, vous tapez mon nom sur Google, vous allez voir apparaître un certain nombre de choses, et en particulier mes livres, donc, que vous pouvez commander par les sites de vente par correspondance. Et puis, vous pouvez aussi les demander chez le libraire, puisqu'ils sont tous référencés. Voilà. C'est parfait, merci. Et vous avez un réseau? Des réseaux? Oui, sur Facebook, Instagram. Dans la caméra. Voilà, donc c'est pour ça. Oh non. Si vous me cherchez sur Google, vous me trouverez. Voilà, j'ai mon Facebook pro, j'ai mon Facebook normal, et puis je suis sur Instagram également. Voilà. Et c'est parfait. Bravo, merci Frédéric Hinonero. Merci à vous. Merci. Alors, bienvenue dans une nouvelle chronique, encore nouvelle un petit peu, mais pas si nouvelle que ça, avec Sister Justice, Adriana. Bonjour. Adriana, bonjour. Nous allons parler d'un sujet d'actualité, toujours d'actualité, et qui va être longtemps d'actualité, du bailleur, du locataire, etc., etc. Alors, parle-moi du bailleur et du locataire et du faux locataire. Alors effectivement, tu as raison de dire que c'est un sujet d'actualité. Je pense que ce sera toujours un sujet d'actualité parce que voilà, il y aura toujours de pire en pire. Il y a toujours des litiges, il y en aura toujours. Bon après, il faut savoir aussi que dans une grande partie des dossiers, les locataires peuvent se retrouver en difficulté, c'est-à-dire perte de boulot, je sais pas, quelqu'un qui subit une dépression, il se met en arrêt maladie, et puis voilà, difficulté dans la vie malheureusement, et puis voilà, on n'a plus les moyens financiers, on arrête de payer son loyer. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a différents types de locataires. Alors, en tout état de cause, en France, l'expulsion est judiciaire. Donc si vous souhaitez expulser un locataire, il faut passer par la justice. Donc il y a plusieurs types de locataires. Donc bon, vous allez avoir le locataire qui a réellement eu un souci, qui ne peut de bonne foi, ne peut plus payer son loyer. Et dans ce cas-là, il a la possibilité d'obtenir en fait des délais pour payer sa dette. Donc le juge peut lui octroyer 3 ans pour payer sa dette, c'est-à-dire qu'il le maintient dans les lieux, mais en contrepartie, en plus de régler le loyer, il fixe un échéancier sur 3 ans et puis il paie ce qu'il doit payer. Et donc il se maintient dans les lieux. Donc vous avez ce type de locataires qui sont de bonne foi. Vous avez les locataires qui vont se maintenir de mauvaise foi, qui vont arrêter de payer leur loyer 2 mois après s'être installés, voire tout de suite après s'être installés, parce qu'ils savent que ils ne peuvent pas partir sans décision de justice, et parfois même ils peuvent profiter de la trêve hivernale, voire dans la majorité des cas ils peuvent profiter de la trêve hivernale. Voilà, vous avez ce type de locataires, en général de bonne foi et de mauvaise foi, mais encore une fois, voilà, l'expulsion en France se fait par le biais d'une décision de justice.
D'accord. Et on va parler du faux locataire, celui qui envahit l'appartement. Alors, le faux locataire, en général, on appelle ça un squat. Et malheureusement, il faut encore une fois passer par une décision de justice. Alors, pour les squats, vous avez quand même des procédures rapides. Donc, on peut avoir des procédures en référé. Oui, référé. Vous avez référé de réindiquer. C'est des référés encore plus rapides. Donc, vous pouvez avoir sur des squats des décisions très rapidement. Et les squatteurs ne peuvent pas bénéficier de la trêve hivernale. C'est une exception. Donc certains pensent qu'effectivement ils peuvent squatter les lieux et puis ils peuvent bénéficier de la trêve hivernale, mais voilà, étant donné que c'est un squat et surtout notamment quand c'est le logement principal du bailleur, là vous pouvez avoir une décision très rapidement et où on va vous dispenser également de la trêve hivernale, quoi. Donc vous pouvez virer à tout moment par la force publique ces squatteurs. D'accord. Et donc comment dire, il n'y a rien à faire parce qu'il y a eu une histoire quand même qui a été médiatisée, comme cette petite dame qui est partie faire ses courses et en rentrant, la serrure était changée et quelqu'un était entré dans sa maison et elle a dormi plusieurs jours dans sa voiture. Ouais. Elle ne pouvait rien faire. Comment on peut accepter une chose pareille ? On ne peut pas accepter une chose pareille. D'ailleurs, il y a toujours eu... au niveau de nos législateurs, l'envie de changer les choses justement à cause de ces problématiques-là, parce que, encore une fois, j'insiste, il faut passer par une expulsion judiciaire. Donc cette pauvre dame, elle est obligée d'attendre la décision de justice, et donc elle est obligée d'attendre suite à la décision de justice qu'on expulse les personnes qui sont rentrées chez elle. Oui, mais enfin, elle dormait dans sa voiture, elle avait plus de 70 ans. C'est ahurissant, quoi. Alors après, on a aussi des procédures où si jamais on estime que on n'est pas intervenu rapidement, l'État n'est pas intervenu rapidement, on peut saisir aussi la justice pour se retourner un peu contre l'État. On a cette possibilité-là. Bravo. Pour obtenir une indemnisation. Merci beaucoup. Alors vous pouvez joindre Adriana sur les réseaux. On vous dit au revoir. Au revoir. Je reçois Monsieur Yves Lauzet. Merci. Je vous en prie. Donc, il fait un travail très original, qui travaille sur des vieilles cartes postales. C'est votre support, en fait, c'est ça. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc, vous peignez sur ces vieilles cartes postales. Alors, moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est mais d'où êtes-vous allé chercher cette idée ? Je ne sais pas. Je sais pas. Non, je ne sais pas. Voilà. J'avais un stock en 1985, après... A posteriori, je me suis rendu compte que c'était cette époque. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle il y avait quelques meubles. Et dans ces meubles, il y avait tout un stock de vieilles cartes postales d'une personne que je ne connaissais pas du tout. Je les ai gardées. J'ai déménagé plusieurs fois depuis 1985. Et je les ai redécouverts en 2021. J'ai commencé par utiliser le texte et j'ai fait ma carte de vœux pour 2020. Ma carte de vœux pour 2021 à partir d'un texte trafiqué. Je caviarde et je change les mots pour que ça s'adapte à la personne à qui j'envoie mes vœux. Au début 2021, je me suis dit, mais puisque tu es peintre, travaille l'image. En plus, le problème de que peindre, c'est un problème qui touche tous les peintres. On ne sait pas que peindre. Quel motif ? Que faire ? Là, il était tout trouvé. C'était l'image de la carte postale. Voilà, ça c'est un côté de la démarche. C'est la réponse à que peindre. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous gardez l'écriture originale là, derrière des personnes qui avaient écrit sur cette carte postale. Mmh. Vous gardez quand même le texte de la personne. Tout à fait. C'est ça qui est super. C'est une histoire, hein ? Mais c'est trop bien. Parce qu'en plus, il y a l'histoire de la personne derrière, quelque part. Il y a un morceau de sa vie, quelque part. Oui. Au loin, quelle belle écriture, au loin. Ouais, en plus. Ah oui, mais bon. Donc des gens que vous ne connaissez pas. Ah oui, non, il ne faut pas que je les connaisse. Voilà. Je ne fais pas avec des gens que j'ai connus. D'accord. Je vais faire ton assistant. Voilà, vous pouvez montrer. Voilà. Et donc, vous peignez par-dessus. Ça, en fait, la photo, l'image de la carte postale, me libère. Ça libère mon imaginaire. Parce que ça n'a aucun rapport. D'accord, voilà. C'est ce que j'allais demander, justement. Est-ce qu'il y a un rapport entre le récit intimiste Non, pas du tout. Il peut y avoir un rapport entre le texte et ce que je peins. Mais entre ce que je peins et l'image, il y a parfois, je conserve un élément ou deux, mais en général, non, c'est tout
tout est complètement imaginaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce pied. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai mis ce pied. C'est quoi comme peinture C'est de l'acrylique. De l'acrylique, d'accord. Oui, vous savez pas. En fait, vous peignez à l'instinct, quoi. En fait, quelque part, c'est. Pas tout à fait, parce que ma démarche, c'est je lis le texte. Ah oui, vous lisez le texte. Je mets les dates, la date où elle a été envoyée, cette carte postale. Là, je travaille la couleur, la peinture, et enfin, je remets une partie du texte en bas et la date où moi je l'ai terminé. C'est un travail sur le temps aussi. C'est un travail sur le temps, sur la mémoire, sur le souvenir. Que j'installe un peu partout en ville ou ailleurs. C'était ma question. Voilà. Alors, que faites une fois le produit fini? Qu'est-ce que vous en faites? Donc, vous allez les exposer. Je les collecte. Voilà. Oui, mais je les installe un peu partout en ville. Je les fais à Montpellier. Je ne vais pas rapporter une photo, mais je les fais souvent le marché. Voilà. Je suis tenu par le support, parce que ça tient avec de la pâte à fixe. La pâte à fixe, c'est très fragile. Ouais. Et ça tient que sur des supports très lisses. J'ai essayé sur la maison carrée ou sur les arènes, ça ne tient pas, par exemple. Et oui, ouais. Il faut un support très, 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 très lisse. Voilà. Alors, regardez, là, tu nous as même pas montré C'est-à-dire qu'il a les mêmes prises, le pauvre. Il nous a pas montré. Dis-moi, moi je fais l'assistant. Il faut juste tourner. Vous avez la chance d'avoir un assistant. C'est pas tous les jours, donc profitez. En plus, il est bénévole. Il y a du collage en fait aussi. Il y a aussi du collage, oui, bien sûr. Et des fois, il y a de la réserve, comme on dit dans le milieu. Alors là, vous m'avez dit que c'est parti de cartes postales que vous avez trouvées dans une vieille maison. Oui. Et à l'heure actuelle, vous servez. Je les achète. Ah, voilà, d'accord. Oui, je les achète. Il faut qu'elles soient antérieures à 1960, qu'elles soient écrites, qu'elles soient datées. D'accord. Voilà. Ah, qu'elles soient datées, ouais. Oui, écrites, datées d'avant 1960, sinon je ne prends pas. D'accord. Et dans cette vieille maison, les cartes postales provenaient de la même famille? Oui. Oui, donc les textes racontent une histoire. Alors, oui, mais j'en ai pas tenu compte à ce moment-là. J'en ai retrouvé après, j'ai acheté c'était Raymond B. C'est un monsieur qui habitait, qui était né à peu près en 1900 et qui après la Première Guerre mondiale, a occupé la Roure et a envoyé régulièrement à sa maman, ma petite mère, il l'appelle tout le temps, des cartes postales. Et celles-là, j'en ai fait un bloc. Il y a une unité dans cette à peu près une centaine de cartes postales. Là, il y a une unité au niveau du travail de recherche de peintre. Voilà. Mais sinon, c'est complètement au hasard. C'est ça c'est génial parce qu'effectivement, ces gens ont existé. C'est une histoire, il y a du vivant en fait dedans là. Oui, tout à fait, oui. C'est ça qui est fabuleux. D'ailleurs, en plus j'ai des teintes pas travaillées du tout volontairement. Je fais exprès de faire des choses presque comme ça sort du tube. Et il y a des gens qui m'ont dit, je m'en souviens très bien, c'était à Nîmes en face d'une école, vous exposez les œuvres des gamins de l'école. Je dis non, c'est mon travail, j'ai 75 ans. Et alors, excusez-moi, bien sûr. Ailleurs, on m'a dit, mais c'est un beau passe-temps. Et puis il y en a un, ça c'était dans les jardins du Luma à Arles, qui m'a dit, vous êtes un passeur. Et oui, je me considère... C'est un passe-temps, je passe le temps et je suis un passeur. Mais je l'assume complètement, quoi. Mais ça ne s'appelle pas passer le temps quand même, parce que c'est quand même une passion. Non, mais je le prends au sens littéral du terme. C'est beau c'est très beau comme... Est-ce que c'est plus dur justement de travailler sur des petits formats comme ça? J'ai travaillé sur des très grands formats. Voilà. Mais je prends plus de plaisir parce que là il y a tout ce que je recherche dans la peinture. Il y a l'humanité, il y a le temps qui passe, aussi bien pour lui que pour moi. Ouais. La date que je mets où moi je l'ai fait, c'est mon temps à moi. C'est le début de la fin, quoi. Ouais. Il y a tout, il y a vraiment tout ce que je recherche là-dessus. Donc maintenant je fais que ça. À part là, j'ai fait quelque chose sur. Je suis en train de faire quelque chose. Je me suis abonné au journal Le Temps. En Suisse, c'est un journal en Suisse, et je vais faire quelque chose avec ça, mais je ne sais pas encore comment ça va se présenter. Mais je vais faire quelque chose là-dessus. Moi, ce qui me fait drôle aussi, c'est est-ce que ces gens, des fois, vous n'avez pas envie de savoir qui c'était, la tête qu'il avait ou qu'elle avait, ça doit vous intriguer. Non, mais parfois, je ne sais pas comment ni pourquoi, je reprends l'adresse et je regarde si la rue existe encore. Là, c'est la rue Mage à Toulouse. Je peux très bien écrire à Marcel Brun, 10 rue Mage à Toulouse, aujourd'hui. Voilà. 24, mais ça fait 100 ans plus tard.
Il répondra pas. Alors, ça m'est arrivé 3-4 fois. Elle ne m'a pas répondu. Parce que là, vous avez le destinataire, mais celui qui l'a écrit. Ah ben non, mais là, je ne peux pas savoir. Oui, mais je ne sais pas. Alors peut-être qu'en retrouvant le destinataire, vous pourriez retrouver celui qui a écrit. Mais non, ils sont tous. Mais ils sont plus là. Oui, parce qu'on est sur des cartes postales, comme vous dites, assez anciennes, et malheureusement, et même s'ils sont plus là, à savoir comment ils étaient. Enfin, moi, je serais très curieuse de ça, en fait. Qui a écrit ça? Qui m'a inspiré? Parce que quelque part, c'est une personne qui vous a inspiré. Donc, il y a toujours ce brin de curiosité qui doit vous tenir un petit peu. C'est vrai, oui. On va faire un documentaire ensemble. Ouais. Ou un livre, une biographie, reprendre la. C'est génial. Génial. Il est en train de se vendre. Il est en train de se vendre là. Sans rire, c'est intéressant. Ce serait intéressant d'associer votre travail et dans un livre raconter votre expérience et en même temps le texte des cartes postales et mener une enquête effectivement pour essayer de retrouver les descendants. Voilà. C'est intéressant ça. Et de raconter cette histoire. Je te laisse la porte ouverte. Comment tu vas? Vous allez vous donner vos coordonnées comme toujours ici. Tout le monde se donne les coordonnées. Mais même avec Vincent Marie, on le verra tout à l'heure, réalisateur. Je voulais savoir. Il y a une passerelle. Oui. Il y a une passerelle là aussi. Ça se voit déjà, ça se voit. La passerelle, elle passe partout là. Ouais. Est-ce que vous avez des événements prévus? Il a fait un labyrinthe. Des interventions de prévues les interventions dans l'année 2026. Oui, non, elles sont. J'interviens au moins une fois par semaine, où que ce soit. D'accord. Voilà. Alors souvent, comme je suis de Nîmes, j'en fais beaucoup sur Nîmes. Mais quand je pars quelque part, je prends toujours un stock de cartolines. Je les appelle cartolines. Une fois que je les ai travaillées, ça devient des cartolines. Cartolines. Ouais. Et je les installe là où je suis. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que je sans disais. demander l'autorisation, je ne veux pas demander la question. Je ne veux on ne me laisse pas poser ma question, moi. Tout le monde a eu le droit de poser la question, mais moi, on ne me laisse pas poser ma question. Je voulais savoir comment tu fais pour récupérer justement ces fameuses cartes postales. Est-ce que tu mets, je sais pas, sur des réseaux, n'importe où? Non, je vais au marché à Sommières. Il disait qu'il avait. Je les achète. Je les achète aux puces. Aux puces. Oui. Mais par quelquefois, parfois, il y a des gens qui ont des cartes. Mais oui, pourquoi pas faire une. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Après, il faut faire à partir de là, c'est trop artificiel. D'abord, ce serait artificiel. Ça serait artificiel parce que c'est moi qui fais la demande. Non, je tiens au hasard. Ouais. Je tiens au fait que je ne suis pas le commanditaire de la chose. Je vois ce que moi, je suis un dépositaire. Vous laissez faire le hasard, en fait. Ça vient à vous. On pourrait être étonné quand même. Ben oui, mais je le laisse à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai un ami, un monsieur dont j'ai fait la connaissance au marché à Nîmes, qui m'a apporté 150 cartes postales. Mais elles sont des années 70. Ça marche pas. Et moi, ça va, je veux pas. Pourquoi cette date précisément? Pour 2 raisons. D'abord, je veux qu'ils soient tous décédés. Alors, écrire une carte postale, l'âge d'or de la carte postale, c'est entre les 2 guerres, en fait, c'est ça. Donc, celle d'avant 1960, j'en ai 80% qui sont entre 1900 et 1940, à peu près. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est une question de dimension. Comme moi, les installations, elles font 14,9, celles-ci. Celles-ci, elles font 14,9 et les cartes postales actuelles, elles font 15,10. Si j'en mets des 15,10 là au milieu, ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas. Non, mais c'est vrai. Mais la raison essentielle, c'est la mort des gens. D'accord. C'est ça. Alors, c'est le moment de regarder la caméra qui se trouve là-bas. Oui. Et de nous signaler déjà si vous avez un site internet, un Facebook, quelque chose comme ça. J'ai un Facebook et un Instagram à mon nom, Yves Lauzet. Vous le trouvez facilement. Et je vous donne rendez-vous à peu près... Bien que maintenant on est en plein hiver, sur le boulevard Jean Jaurès, le vendredi, le jour du marché, entre autres. Voilà. Mais voilà, tout est dit. Merci. Vous remercie. Ouais, félicitations pour ce travail. Très intéressant. Originalité. Merci. Très intéressant. Et merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, les filles, c'est à mon tour. Enfin, j'ai eu du mal à en placer une avec ces deux-là. Moi, je reçois Booba. Bonjour Booba. Bonjour. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète. Tu es venu de loin quand même. Tu as fait plus d'1h30 de trajet, je crois. Hein, oui, à Mio, oui. De Mio, c'est ouais. bien. Voilà. À Boyune, dessous de Mio. Tu es sénégalais. Monsieur, oui. Hein? Je suis sénégalais, oui. Et est-ce que ta voix, ton style est ancré dans
justement du Sénégal. Oui, je suis sénégalais, oui, mais je suis né dans une famille griot. Oui, ma mère, elle chante. Ouais, voilà. Ma mère, elle chante à l'époque, mais pas ce style un peu religieux, ma mère. Mais du gospel? Non, pas trop. Non, non. Et voilà, et toute ma famille, c'est des chanteurs, des danseurs et des percussionnistes. On peut dire que tu es né dedans. Oui, je suis l'art dans le sang. Oui. Je ne vais pas te poser la question comment t'es venue l'idée. Elle sert à rien, l'idée, elle est déjà là. Trop tard. Elle est trop tard. Ouais, c'est pas grave. Donc tu es plein de couleurs. Oui, ça c'est une boubou qui s'appelle Ndiakhas chez nous. Ndiakhas, c'est tu peux prendre beaucoup de couleurs. Voilà, donc les couleurs là, ça si tu vois dans un aspect, ça vient c'est les personnes différentes. Voilà, donc c'est ça qu'on mélange qui s'appelle. Est-ce que Ndiakhas. tu les fais faire ou tu achètes tes... Oui, tu peux acheter. Ça c'est une tissu qui s'appelle. Qui s'appelle, il y a des wax, il y a des ganila et tout ça, donc tu le mélanges quoi. C'est un style qui s'appelle Ndiakhas Baïfal chez nous. Que tu trouves chez toi? Oui, tu le trouves. Au Sénégal? Au Sénégal, oui. Ah, d'accord. Yeah. Donc, tes chansons, elles portent sur la mémoire ou comme ça, c'est actif? Oui, c'est actif. C'est des morceaux que j'ai. Le premier morceau que j'ai chanté en guitare, c'est un morceau qui s'appelle Yaï. Yaï en Wolof, c'est maman. Yaï Kai, ça veut dire maman vient. C'est une petite enfant que j'ai rencontrée il y a 5 ans ou 6 ans, c'était à Dakar. C'est une enfant de la rue. Comme nous, j'ai habitué de chanter dans les écoles, dans les foyers pour les enfants qui... Mais là, tu l'as rencontrée directement dans la rue ou elle était dans un foyer? Oui, c'est dans la rue, oui. D'accord. Voilà, donc mais c'est des enfants qu'on récupère sur la rue et de les mettre dans les foyers. Donc nous, on chante pour les enfants là. Donc, il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Oui, un peu, oui, quand même. Donc j'ai promis cette fille-là, un jour je vais chanter un morceau qui s'appelle Yaï pour que tu peux retrouver ta mère un jour. Est-ce que tu es resté en contact avec elle? Oui, toujours. Tu lui as envoyé cette chanson? Oui. Tu peux me dire l'émotion qu'il y a eu? Voilà. L'émotion quand elle l'a entendue. Tu sais pas ou tu sais? Je pas compris. Tu lui as fait écouter ta chanson que tu as faite? Oui, non, je les chante parce que le moment que je l'ai rencontré, je n'ai pas sortir cette morceau en CD, je n'ai pas lui mis dans les réseaux sociaux, mais je l'ai chanté, oui, je l'ai créé et je l'ai chanté, fait écouter, oui, en voix. Et comment elle a réagi? Elle est très contente. Ah bah, il y a de quoi. Il y a de quoi, hein. Donc, si ta voix avait une couleur, bon, moi je sais laquelle, je sais lesquelles. Je ne dirais pas laquelle, lesquelles. Quelle serait-elle? Si ta voix. Ma voix. Ta voix. Oui. Avait une couleur. Une couleur. Quelle couleur ce serait? J'aime beaucoup une couleur verte. Ah, verte. Ouais. Très bien. Oui, vert, très bien. Oui, bien choisi. Parce que c'est la verdure, c'est très important. C'est la nature. C'est bien choisi. C'est la nourriture, c'est... Ouais. Alors aujourd'hui, tu n'es pas venu seul. Tu es venu accompagner 2 musiciens. Oui. Donc tu peux m'en parler un petit peu, leur nom, me dire leur nom et qu'est-ce qu'ils font comme... D'accord. Guillaume, je l'ai rencontré ici, c'est le violoniste, il joue du violon. En France, tu veux dire? En France, et mandoline, il fait plein de trucs. Voilà, je l'ai rencontré ici il y a 2 ans ou 3 ans. En même temps, j'ai un duo qui s'appelle Giancarlo, moi et lui, c'est une formule de jazz. Et Sang, le percussionniste, on est connu il y a 20 ans, donc ça fait longtemps, on joue ensemble. Wow, ça fait 20 ans que vous connaissez, donc là vous avez fait pire qu'un mariage. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que c'est pire qu'un mariage? Oui, ça fait un moment quand même. Ça fait un moment. Ça fait un moment, oui. Donc, je voudrais quand même que vous parliez, vous me posiez quelques questions, parce que le Sénégal, tout ça. Depuis quand tu es en France? Depuis ma première voix en France, c'était 2013. Et j'étais reparti au Sénégal et j'ai resté là-bas 5 ans. Après, j'ai retourné 2018, je pense, en France. Depuis 2018, je suis là, oui.
Et est-ce que tu te produis en France et aussi au Sénégal? Tu reviens au Sénégal pour te produire là-bas aussi? Fin du mois, je vais partir au Sénégal, Inch'Allah, oui. Ouais. Donc tu commences à être connu là-bas? Tu es connu? Pas commencé, mais tu es connu. Oui. Mais tu pars au Sénégal longtemps? Oui, 3 mois, j'ai passé 3 mois là-bas. Ah oui. Chaque année, oui. Ah oui, quand même. C'est une façon pour toi de venir te ressourcer, de retourner au Sénégal pour composer, pour t'imbiber du pays, habiter composer, jouer, voir la famille et tout ça, et voir la famille jouer. Là-bas, c'est tout. Ça représente beaucoup de choses à moi-même. Tu veux poser une question? Ça va, merci. Tu disais que ta maman était un griot, c'est ça? Et les griots. Il y a cette tradition, et toi, tu es un griot moderne alors du coup. Je suis un griot moderne parce que toutes ces nouvelles générations, ils rajoutent quelque chose dans le plat. Donc c'est très important. C'est quoi ton ajout à toi? Ce que tu ajoutes dans le plat, de ta spécificité? Ouais, parce que moi, je viens et j'ai fait une... comment ça s'appelle? Afro-acoustique que j'ai appelé ma musique. C'est un peu rythmique des fois il y a une douceur, tu vois. Et tu peux lui faire écouter à tout le monde et puis tu peux faire voyager partout avec ta musique. Voilà. Donc si c'était chez nous, on joue beaucoup de percus quand même. Notre base c'est la percussion. Il y a une musique sénégalaise, une musique un peu urbaine, mais comme moi j'ai un peu occidentaux ma musique, j'ai mis plein de couleurs, plein de choses. Est-ce qu'il y a des chanteurs sénégalais dont tu t'es inspiré? Enfin moi j'en connais pas beaucoup, mais un des plus connus c'est Manu Dibango que j'adore. Mais voilà, il n'est pas sénégalais. Il n'est pas sénégalais, mais bon, peu importe. Varie, oui. Est-ce qu'il y a des chanteurs dont tu t'inspires? Oui. Sundur aussi. Youssou Ndour, oui, c'est un papa, franchement, il est connu partout dans le monde. Il y a Ismaël Lô, Baaba Maal. Mais moi, je ne veux pas mettre dans ce canal parce que j'ai ma propre truc, tu vois. Même le moment que j'ai débuté à chanter, je ne veux pas reprendre la personne. Parce que je ne veux pas que toujours cette personne-là, ça existe. Moi, je veux exister moi-même. C'est pour cela que je me suis concentré un peu dans mes textes, dans mes chansons. C'est tout à ton honneur. Et en France, qu'est-ce que tu trouves en France? Qu'est-ce qui nourrit ta musique en France? En France, il y a beaucoup de choses. Franchement, ça rajoute quelque chose. Déjà, je ne suis jamais joué avec un violon, ni mandoline, ni accordéon. Et puis, franchement, c'est des instruments qui est lié ce que j'ai en train de faire dans la musique, franchement. On peut dire que c'est une bonne complicité là que tu crées en France. Oui, voilà. J'aime beaucoup la culture française. Oui, voilà, j'aime beaucoup. Je vais poser une question. Oui, je voulais savoir en fait quand tu vas te produire au Sénégal, est-ce que tu embarques les musiciens avec qui tu joues ici en France ou tu en as d'autres au Sénégal qui jouent avec toi? Oui, j'ai des amis musiciens, ils sont ici et ils sont là-bas. Parce que moi, ma musique, je partage ma musique. Je ne suis pas un musicien qui qui garde... Oui, voilà, ouais. Oui, je vais disperser ma musique. Et tu peux mettre... Mais de toute façon, la musique, c'est le partage. Donc, si tu veux toujours avancer dans la musique... Complètement. Il faut partager, bien sûr. C'est primordial. Et en même temps, donc, tu as un caractère jovial, on le voit. Est-ce que tu es identique sur scène? Identique, quel genre identique? C'est-à-dire jovial, sympa. C'est pas comme si tu mettais un masque, tu arrives sur scène et tu enlèves le masque quand tu sors de scène. Et toujours pareil, d'après ce que j'ai cru comprendre. Oui, parce que il y a beaucoup de sortes de musiciens. Parce que c'est des instruments de cordes. Des fois, tu peux besoin d'une concentration. Mais des fois, tu veux se défouler, de se dégager ce que tu as parce que c'est toi et le public. Donc, voilà, ce que tu sors, c'est ça que le public a à recevoir. Voilà, c'est très important. Même le public te porte, en fait. Surtout. Tu donnes, mais tu reçois. Il te porte énormément. Ouais, c'est un partage monstrueux. Ouais, ça, c'est vrai. Ah, mais oui. Alors, l'interview va prendre fin. Oui. Donc, je te fais une petite surprise. Ouais. Pour toi, uniquement pour toi, qui t'appartient. Donc tu pourras la mettre partout parce qu'elle t'appartient. Merci. Booba. Ta voix voyage comme un vent venu du sud. Elle porte la mémoire du sable et le parfum des mers lointaines. Chaque note que tu offres semble ramener un peu de soleil à ceux qui ont froid à l'âme.
c'est joli. Je vais te demander de regarder la caméra et de dire comment on fait pour te joindre. Si on a envie après ton live, bien entendu, les gens vont avoir envie de te joindre. Comment on fait pour te joindre? As-tu quelqu'un qui s'occupe de toi, etc., etc. Oui. J'ai Cathy. C'est mon manager et en même temps c'est ma chérie, voilà. Et puis franchement je suis très content d'elle. Elle m'accompagne partout parce que moi je ne parle pas très bien français et puis voilà, j'ai aussi intégré ici, essayer de parler. On a compris, hein? On a tous compris, hein? Tu es très bien débrouillé. Voilà, je suis très content de lui. D'elle. Voilà, je suis très content d'elle. Voilà, et merci beaucoup. Tu peux regarder la caméra et nous dire comment on fait pour te joindre. Et merci beaucoup de nous donner cette chance de s'exprimer en même temps, de faire passer notre musique. Nous sommes une chaîne de culture ici. C'est une chaîne de culture. Et non intéressés en plus. Ah oui, ça c'est vrai, ça se voit. Et je voudrais que tu regardes la caméra et que tu nous dises quand même comment on fait pour te joindre. Oui, Guillaume. Oui, je vais inviter Guillaume sur scène et Sangue. Voilà, et puis on peut essayer de écouter notre live. Et ça on va écouter ton live. D'accord. À tout à l'heure. yaay kaay waay ñëwal nga jël sima yaay kaay waay yaay kaay kaay waay ñëwal jël sima yaay kaay waay yaay kaay kaay waay ñëwal nga jël sima yaay kaay waay yaay kaay kaay waay ñëwal jël sima yaay ñëwal waay fa nga ma bawoon ba may xaleel ba léegi maa ngi fa toog di la xaar yaay booy xam naa ni doy yaay yu di sànni yaay ni ñëwal fii yi tey jamono la jàppoon nga bàyyi ma fa sa doom maa gën a tay bëgg laa gis yaay ñëwal foo mën a nekk ñëwal yaa ma meññoon ci daara yi dunya foo mën a nekk ñëwal yaa ma meññoon ci daara yi dunya yaay ñëwal waay yaay kaay waay yaay kaay kaay waay ñëwal nga jël siima yaay kaay waay yaay kaay kaay waay ñëwal jël siima giyo lekk gu ma mënta lekk nga togg ko ma koy gënal di yeewoo sa wet ma may gënal
Yai boy kai ni fi Yai sama dole man Yai boy kai nu ai Yai boy kai nu ai Yai sama dole man Yai boy kai nu ai Amna yene burenchia Yai boy ni yawal Amna yene burenchia wi Amna yene burenchia Yai boy ni yawal Amna yene burenchia Amna yene yo bulama katal mukarama ga siyare nabi Am yene tabakhalayka ngani nongu chakaw kula neex di xooli Yai boy kai nu wai Yai boy kai nu wai Yai boy kai nu wai Good. Aidara, Nelena Aidara, Aidara, Nelena Aidara, Sharifo, Aidara, Nelena Aidara, Aidara, Nelena Aidara, Sharifo. Yananti bay tamam Rasulillah ya tamam Sheikh Muhammad akum tamam Ada rame tamam Goti si bay tabai Darame zamam nafisa doi zamam Aidara bi aidari Aidara bi aidari na nyowai
شنو هيزاي سياي شو محمد أقومي سمام من أيني بايم ليلن أيدا رابي أيدارين ينني بيمام أيدا رابي أيدارين رسول الله يمام أيدا رابي أيدارين C'était très bien ce qu'il a fait. Hein. Ah, c'était super. Ah, elle est géniale. Très, très bien. Ah, vous n'avez pas trouvé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Marie-Laure, oui, tu reçois Vincent. Oui, alors... Ah, lui, il sait quoi dire. Hein. Je peux dire qu'il a le babou. Hein. Pas de problème. Alors, c'est un invité encore extraordinaire. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir mes invités qui sont des passionnés. Alors, Vincent, Marie, vous avez, vous, deux grandes passions qui sont l'histoire et la bande dessinée. Et vous avez fait d'ailleurs de ces deux passions votre terrain d'études et de création. Vous êtes agrégé d'histoire géographie et vous enseignez à la faculté des lettres de Montpellier l'histoire de la BD, mais aussi celle du cinéma. Et on peut dire que ce parcours en fait vous a naturellement amené à un autre métier, celui de la réalisation. Alors vous réalisez des documentaires. Mais assez particulier, on va le voir. Et en 2016, vous lancez avec un autre réalisateur qui s'appelle Antoine Chausson, et vous réalisez votre premier documentaire qui s'appelle Bulle d'exil, où le monde dessiné rejoint la question de l'immigration. Donc ça, c'est très intéressant. On y voit des immigrés de différentes origines qui viennent d'Argentine, du Vietnam, d'Algérie et qui parlent de leur histoire par le prisme, on va dire, de la bande dessinée. On va en parler après. Vous avez aussi exploré l'imaginaire de la Grande Guerre avec un autre documentaire qui s'appelle Là où poussent les coquelicots. Et vous avez collaboré avec un grand dessinateur qui s'appelle Tardy et d'autres grands auteurs de BD. Donc ça, c'est un magnifique travail. Et après, d'autres documentaires ont suivi, notamment un documentaire qui s'appelle Nos ombres d'Algérie, sur la guerre d'Algérie, où des dessinateurs algériens, pieds noirs, bon, voilà, on va pas rentrer dans le détail, à travers leurs dessins, parlent de leur enfance et des fantômes de leur passé, on va dire. Donc moi, la question qui me vient assez naturellement, c'est comment travaillez-vous sur les sujets historiques que vous traitez dans vos documentaires? J'ai cru comprendre que le dessin, l'illustration, la bande dessinée vont nourrir des histoires, vont se nourrir plutôt des histoires de portraits intimes d'hommes, de femmes. Comment vous travaillez, comment vous travaillez sur ce type de documentaire? Déjà, je suis très content d'être parmi vous là aujourd'hui. Voilà, c'est un plaisir de partager mon travail avec tous ces artistes qui nous entourent. Il y a deux choses en fait que j'aimerais bien évoquer. C'est d'abord un travail de visualisation que j'opère. On peut faire une petite expérience là ensemble. Si on pense à un grand personnage de l'histoire, allez, fermons les yeux 2 minutes et pensons à Cléopâtre. Si on pense à Cléopâtre, il y a une image qui nous vient. Ça peut être la Cléopâtre de la BD d'Astérix, ça peut être Liz Taylor dans le film de Mankiewicz, je parle au biographe. C'est une image. C'est une image. Et donc j'avais envie de travailler sur la façon dont on visualise l'histoire. Et pour ça, je me suis dit que parfois, quand on a des images manquantes, c'est le cas pour la Première Guerre mondiale, où on n'a pas d'image d'assaut, parce qu'il y a des grandes caméras, c'est compliqué de tourner dans les tranchées, on va se prendre une balle. Donc, comment on reconstitue ce moment-là. Et peut-être que le dessin peut nous permettre d'apporter cette visualisation. Et c'est ce que j'interroge en fait dans la plupart de mes films, notamment ceux qui ont un rapport avec l'histoire. Et en travaillant cette visualisation, je me suis aussi interrogé sur la question du traumatisme. La guerre d'Algérie, la Première Guerre mondiale, c'est des traumatismes dans l'histoire des sociétés. Et je me suis dit que là où, par exemple, si je développe sur la guerre d'Algérie, que ça soit du côté algérien ou du côté français, c'est une histoire violente. Et je me suis interrogé en disant, voilà, comment on parle de ce traumatisme là où les mots sont incapables de nous dire les choses, là où il y a des tabous, en fait, qu'on essaye de cacher sous le tapis, comment le dessin peut faire ressurgir les fantômes du passé.
Et c'est le cas d'une belle séquence dans Nos ombres d'Algérie avec Kamel Khelif, qui est un auteur algérien qui a dû quitter l'Algérie très jeune pour arriver sur Marseille, et qui, dans un de ses dessins, qu'il a fait, j'adore filmer le dessin en création, qui a fait ressurgir en fait les fantômes de sa famille et son rapport à l'Algérie. Donc c'est ça qui m'intéresse dans le travail. Ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'on voit, la personne dessiner et faire son dessin en direct. C'est assez extraordinaire ça, de voir ça, je trouve. Le moment de création, filmer le moment de création, c'est génial. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est aussi ce que permet le documentaire. Le documentaire, c'est un rapport au réel. C'est pas de la fiction, et donc du coup, il y a des accidents parfois dans le dessin. Et je trouve que c'est ça, la beauté de ces accidents. Tu parlais tout à l'heure, du travail sur la carte postale, de l'appropriation. Exactement. Oui. Et de l'imprévu, parce que c'est le hasard qui te guide. Et là aussi, ce que je trouve assez beau, c'est ce hasard, cet imprévu, et que je vais capter avec la caméra. Et que c'est juste à un moment T, il ne se reproduira pas, et il faut être là. Donc vous mêlez le dessin, l'illustration avec des images. Et cet ensemble vraiment rend le film encore plus attirant, encore plus percutant, je trouve. C'est très intéressant. Et je fais un lien aussi avec les images d'archives, c'est-à-dire que parfois, certains dessinateurs, Jacques Tardy en l'occurrence, qui est un très grand dessinateur sur la Première Guerre mondiale, il l'a pas vécu, mais son grand-père l'a vécu, son grand-père, il le raconte bien d'ailleurs dans ses ouvrages, et lui utilise beaucoup des images d'archives. Et il avait trouvé une belle image d'un soldat comme ça qui souriait à la caméra, une image d'archive, et il s'est dit voilà, comment je me projette dans ce soldat anonyme qui a une bonne bouille. Est-ce qu'il avait des frères, des sœurs, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et du coup, je vais essayer de raconter son histoire de ce soldat dont personne ne va parler si moi je m'en empare pas. Donc c'est génial. Alors depuis 2020, vous avez choisi d'aborder des sujets non pas du passé, mais des sujets d'actualité, plus actuels, on va dire, voilà, plus spirituels. Et vous avez notamment réalisé une série de 2 documentaires avec votre frère Laurent, qui se passent tous les 2 dans le Grand Nord. Il y en a un qui s'appelle Harmonie invisible et l'autre Trace les échos du silence. Donc c'est une aventure physique et initiatique où à travers la quête du narval, sur et sous les eaux polaires, votre frère qui est apnéiste plonge et part à la quête de ce narval qui est en fait une connaissance, c'est une métaphore de la connaissance du monde. Donc ça c'est très intéressant. Et vous avez un autre documentaire aussi, un film d'animation que vous avez réalisé sur les Inuits qui s'appelle Inukshuk, qui est très beau et qui s'adresse plutôt à la jeunesse, j'allais dire. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a aussi des messages à faire passer. Et l'angle graphique, comme vous le dites, aide à faire passer des messages. Alors, quels sont ces messages, les messages d'aujourd'hui, j'allais dire, pour la jeunesse? Ouais, pour Inukshuk, il y a Yolande Moreau qui nous avait prêté sa voix, qui avait fait la voix off du film, et je la remercie pour ça. Parce que... Et concernant le travail sur les Inuits, c'est une très grande aventure que j'ai vécue en famille parce que mon père et mon frère ont participé au tournage et sont venus. Donc mon frère est un des personnages du film. Mais c'est surtout, et c'est un peu l'ADN de Love Sister, je crois, c'est la rencontre de l'autre et d'autres cultures qui m'intéressait. Et en fait, de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément, c'est-à-dire les Inuits. Parce que j'avais remarqué que beaucoup de films sur les Inuits étaient réalisés par des Canadiens ou des Européens et ils ne leur donnaient pas la parole. C'est-à-dire qu'ils s'en servaient comme des Sherpas. Voilà, ils sont là, on les utilise, mais on ne leur donne pas la parole. Et donc nous, dans le film, même si c'est un projet d'enfance personnel, un rêve de gamin qui nous conduit à aller dans le Grand Nord, c'est-à-dire le rêve de mon frère, c'était de nager avec des narvals. C'est impossible parce que le narval est furtif, c'est très compliqué. Mais pour arriver à toucher ce rêve-là, on devait être accompagné par les Inuits. Et en fait, c'est une sorte de prétexte, le narval, puisque finalement, c'est la rencontre avec un peuple qui s'est opérée. Et dans le film, quand on parlait de la culture inuite, c'était jamais nous, c'était eux. C'est-à-dire qu'on leur donnait vraiment la parole sur ce qu'ils ont à nous à apprendre, en fait. Leur vision du monde. Oui, finalement. et en fait, il y a une richesse qu'on a peut-être perdue, nous, société un peu occidentale aujourd'hui, et qui se traduit dans une phrase d'Edmond Baudouin, qui a participé au Deuxième Voyage, qui est un dessinateur qui a réalisé une bande dessinée avec des artistes inuits, et qui dit le demain des mondes se trouve dans les mondes que nous avons défaits.
Et je trouve ça très juste en fait. Et je trouvais que voilà, cette rencontre avec le monde inuit et la culture inuit avait été très riche et m'a fait grandir à plein de niveaux. Oui, non, je pense aux Indiens d'Amérique en fait. Hein. Tu dis que le monde qu'on a détruit, il nous appartient de le faire revivre. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Amérindiens. Ouais. Oui, il y a eu sur Arte il y a 3 jours, il y avait un très beau, magnifique documentaire sur la réintroduction du bison là-bas, qui était en fait leur moyen de vivre et leur raison de vivre. En fait. Et pour revenir à la question du dessin, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a voulu mettre en valeur, c'est aussi ces artistes inuits et leurs dessins. Parce qu'en fait, ils ont redessiné une légende que j'avais entendue dans mon enfance, que mon père me racontait. C'était la légende du narval, la légende de la naissance du narval, qui a un peu guidé en fait notre voyage. Et j'avais demandé donc à un très grand artiste inuit qui s'appelle Andrew Kapik, qui est celui qui a dessiné les armoiries du Nunavut et le drapeau du Nunavut, un territoire administrativement indépendant, de redessiner le conte de mon enfance. D'accord. Et donc il y avait des connexions comme ça qui se faisaient. Donc il y a aussi des messages de nature environnementale un peu qui passent aussi à transmettre pour la jeunesse. Et il y a notamment un film que vous avez réalisé il y a un an. En quelques mots, vous pouvez nous en parler, La disparition des lucioles? Et qui a beaucoup tourné au mois de novembre là, pour le mois du doc en Occitanie. C'est le coup de cœur du mois du doc de cette année en Occitanie. La disparition des lucioles, en fait, c'est un voyage dans les ruralités françaises avec des dessinateurs, parce que je trouve que le dessin permet de nous voir autrement les choses. Et ces dessinateurs qui m'ont accompagné durant ces voyages, alors c'est dans les Vosges, c'est en Cévennes, c'est au bord de la Loire, du coup font le constat aussi des transformations du paysage. Et donc il y a une dimension écologique, environnementale qui est mise en perspective dans ce film. Et notamment, je rencontre Claudie Huizinga, qui est une romancière dont son roman avait été adapté par un dessinateur qui s'appelle Gaëtan Nock, qui est ni moi, en bande dessinée, qui s'appelle Les Grands Cerfs. Et elle fait le constat, Claudie Huizinga, que dans sa forêt des Vosges, là où il y a quelques années, elle pouvait se mettre sur son transat à la tombée du jour et lire presque la nuit avec des vers luisants à côté de son livre, là, elle n'en voyait plus. Elle ne voyait plus de lucioles. Et donc, il y avait quelque chose qui se jouait là, sur ces territoires, dont j'avais envie de parler. Mais je ne voulais pas être non plus dans un constat misérabiliste et culpabilisant. Et je voulais proposer des solutions, des perspectives. Et dans ces rencontres, je rencontre par exemple Simon Hureau qui, dans son jardin, ça s'appelle l'Oasis, sa bande dessinée, dans son jardin, va reconstituer une biodiversité. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que ça grouille d'insectes. Étienne Davodo qui, lui, va interroger la Loire à travers le terme de Parlement de Loire. C'est un groupement de juristes, d'anthropologues, de scientifiques qui vont se dire, et si on donnait une identité juridique à la Loire pour qu'elle puisse se défendre contre... Et ça, c'est des choses qui se font dans les cultures autochtones. Justement, on parlait des Inuits. Ça peut faire jurisprudence après. C'est déjà le cas en Nouvelle-Zélande. Il y a des tentatives en Corse. Il y a une vraie réflexion là-dessus. Alors, ça pose plein de questions. Ça ouvre les débats. Mais une entreprise peut se défendre. Pourquoi pas la Loire? Tout à fait. Tout à fait. C'est très beau tout ça et c'est très intéressant. Intéressant. Est-ce que, donc je présume qu'on peut voir tous vos documentaires, les teasers du moins, et puis les documentaires sur YouTube. On peut vous trouver aussi, vous êtes diffusé dans les cinémas. Voilà, alors les films sont... Sous forme de DVD, regardez la caméra. Oui, les films sont... Donc on peut trouver les teasers sur YouTube. C'est Canary Film, la boîte de production qui s'engage à mes côtés pour la plupart de mes films, avec Adala aussi, et les films de la pluie. Donc ils passent régulièrement en festival. On peut trouver les DVD de ces films-là sur la DAV, dans les boutiques en ligne, à la FNAC, etc. Et puis on peut me retrouver au gré des rencontres, d'un festival, d'une séance de cinéma autour d'une projection. J'aime beaucoup moi accompagner ces projections, et notamment aussi dans le milieu scolaire, parce que je trouve que là, il y a un vrai enjeu qui se joue là à ce niveau, et de partager avec des collégiens ou des lycéens mon travail, ça me fait toujours énormément plaisir. Et du coup d'en parler aussi avec vous là aujourd'hui, je trouve ça chouette. Merci beaucoup en tout cas, Vincent Marie. Merci beaucoup.
en musée. Un masque africain qui vient de Kassai, du Congo. Sous la couleur de ta peau, la bataille n'était pas fausse. La vie sourit à nouveau. Ce qui t'arrivait si beau. Afrique, le temps est venu. Afrique, de l'oubli retenu. Oh, Afrique, le voile s'est levé. Afrique, dans la fierté innée. L'alliance devient le symbole. Sur un air de farandole. Dans la joie d'être compris. Et de sourire tes amis. Afrique, le temps est venu. Afrique, de l'oubli retenu. Oh, Afrique, le voile s'est levé. Afrique, dans la fierté innée. On a tellement souffert qu'aujourd'hui on est si fiers. On se mélange dans l'air. Qui est notre terre? Afrique, le temps est venu. Afrique, de l'oubli retenu. Oh, Afrique, le voile s'est levé. Afrique, dans la fierté innée. Afrique, le temps est venu. Afrique, de l'oubli retenu. Oh, Afrique, on te rend hommage. Afrique, voici l'âge des sages. Afrique, le temps est venu. Afrique, de l'oubli retenu. Oh, Afrique, on te rend hommage. Afrique, voici l'âge des sages. Alors, ma chérie Nelly, c'est à ton tour. Oui. Et tu nous reçois quelqu'un qui ça change un peu. Une fille, enfin. Enfin, oui. Enfin, une fille. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je reçois Julia Bru, qui est prof d'italien, déjà, et qui écrit donc des bouquins, qui est romancière, enfin, je sais pas, romancière, auteur, ça vous est égal. Il y a plein de mots. Il y a plein de mots qui sont attribués. Alors, c'est celui-ci. Vous venez nous présenter donc Pain perdu et Bachata. La couverture est magnifique. La couverture est chouette et ça ne se passe pas ici. On part là dans les îles. Voilà, c'est issu même d'un séjour que vous avez passé. Oui, plus qu'un séjour, j'y suis restée pratiquement un an, oui. C'est plus qu'un séjour. Mais dites-nous, racontez-nous un petit peu. D'abord, je suis ravie d'avoir découvert un collègue puisque je suis professeure d'italien à Paul Valéry. Donc voilà, j'ai découvert un collègue. J'y ai pensé, on est nombreux, donc voilà. Donc oui, c'était à l'occasion. Alors à la base, c'était un séjour, en effet. La première fois que j'ai découvert la République dominicaine, c'était pendant un séjour touristique de 2 semaines. Et puis j'y suis retournée et au final, j'y suis restée pratiquement un an. Voilà. Vous avez été séduite par le lieu dominicain qui est devenu mon mari depuis. Ah oui, alors effectivement, vous avez été séduite donc. Voilà.
Voilà, c'est une bonne raison. Par Lille et donc par une personne en particulier, en effet. Mais oui, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Lille. D'accord. Et j'y retourne donc dans la mesure du possible tous les ans, voilà, pour voir le pays et la famille. D'accord. Alors, celui-ci de livre, parce que c'est pas le seul que vous avez écrit au niveau des bouquins. Non, alors après, qui a été publié, il y a une nouvelle aussi chez J'ai lu. Et après, j'en ai écrit d'autres qui, pour l'instant, n'ont pas été publiés. Là, je suis en contact avec des maisons d'édition, donc j'espère d'ici 1 an pour les prochains. D'accord. Donc celui-ci, est-ce que c'est issu de ce qui s'est passé quand vous étiez là-bas ou c'est vraiment un romancé, c'est vraiment inventé l'histoire ? C'est issu en partie de ce que j'ai vécu, mais c'est romancé. Après, j'ai mis des morceaux de choses que j'ai vécues, d'autres inventées. J'ai mélangé des personnes qui existent vraiment, mélangeant leur caractère. Voilà, donc il y a vraiment une base. C'est cherché, chacun de mes amis ou de mes connaissances, mais personne n'y est en entier, entre guillemets. Et c'est inspiré d'un village en particulier. Que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas donné son nom parce qu'en fait c'est inspiré de ce village comme il était au moment où je l'ai connu, donc il y a 20 ans, comme il est aujourd'hui, et il a beaucoup changé, même s'il y a encore fort heureusement des choses qui demeurent, et comme il aurait pu être, donc j'ai pas donné le vrai nom. Oui, voilà. Ouais, de toute façon. Et au niveau des amis, donc vous avez échangé les noms aussi. Oui. Hein? Ouais. Oui, il y a juste une amie, j'ai mis le prénom Julie, c'est pas elle en particulier, mais c'est très représentatif de ma génération, le prénom Julie. Donc je l'ai laissé Julie, mais sinon tous les autres ont des prénoms qui ne sont pas avec les bonnes personnes. D'accord. Vous pouvez nous dire un petit peu le résumé du bouquin, de quoi il parle ? Il parle sans spoiler. Hein, non, je ne spoil pas. D'accord. Il parle d'une jeune trentenaire qui est bibliothécaire à la bibliothèque, dans une bibliothèque universitaire. Bibliothèque des langues romanes, je ne me suis pas trop éloignée de ce que je connaissais, et qui vit à travers les livres et qui se laisse tenter, sa meilleure amie, à monter un bar de bord de plage en République dominicaine qui est plutôt du genre aventurière, et elle la rejoint. Pour à la base l'été, puisqu'on a quand même pas mal de vacances l'été, et elle la rejoint. Et c'est l'aventure qu'elle va vivre là-bas, comment elle va s'ouvrir aux autres, vivre un peu moins dans les livres et vivre dans la réalité. Et le but, évidemment, est de faire connaître la République dominicaine au-delà du côté qui est vrai, hein, cocotier et eau turquoise. Oui. Voilà. C'est ce qu'on s'imagine. Quand au premier abord, c'est ce à quoi on pense en général. On n'a pas tort, cela dit. Mais non. Non. Donc, en fait, l'écriture à proprement parler, ça vous est venu comment ? Est-ce que ça faisait longtemps que vous aviez envie d'écrire, ou est-ce que c'est vraiment l'envie de raconter cette histoire ? Vous vous êtes dit, bon, ben voilà, je me mets à l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui vous suit depuis longtemps, l'envie d'écrire ? Oui, alors à la base, c'est l'amour de la littérature. Bon, j'ai un profil littéraire. Et oui. Voilà. C'est l'amour de la littérature. Je lis tous les jours de ma vie, donc c'est vraiment pour moi un amour depuis des années, depuis que je suis petite. Et écrire, j'avais toujours eu envie, mais je n'osais pas. Et oui, c'était de parler de la République dominicaine qui m'a poussée à le faire. Voilà. À la base, un peu par curiosité. Et puis, je me suis laissée prendre au jeu. Et c'est devenu un roman. Et quand j'ai vu que ça devenait un roman, je me suis dit, bon, ben, finalement, je vais l'envoyer à des maisons d'édition parce que j'ai envie que des gens lisent cette histoire et de la partager. Voilà. Mais à la base, c'était vraiment lié à la République dominicaine. Après, j'ai écrit d'autres choses qui ne sont pas liées à la République dominicaine. Voilà. Mais c'est ce qui m'a permis de me sentir, entre guillemets, un peu plus légitime. Vous l'avez traduit en italien ? Non, mais pour traduire, il faudrait qu'il y ait une maison d'édition qui soit intéressée et qui donc achète les droits à la maison d'édition J'ai lu. Moi, j'ai cédé mon âme et ma vie à la maison d'édition, comme tous les auteurs. Donc, il faudrait qu'il passe par J'ai lu, et je serais ravie qu'il soit traduit en italien et surtout en espagnol. Je serais ravie, par exemple, qu'il soit en République dominicaine, notamment. Et oui, justement, c'est pour ça. Ouais, ce serait. Mais en fait, vous êtes sous contrat, mais. Mettons, si vous arrêtez votre contrat, vous pouvez le traduire. On ne peut pas arrêter un contrat. Votre contrat, vous le signez pour combien de votre temps ? existence, c'est 70 ans après votre mort. Ouais, ça dépend des éditeurs, en fait. Donc ça fait beaucoup. La plupart des éditeurs font ça, en fait. Ouais, à part les petites maisons d'édition où vous pouvez effectivement rompre votre contrat au bout d'1 an ou 2 ans, mais les maisons d'édition comme ça... C'est eux qui le rompent. Ouais. Mais pourquoi ? Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Il faut qu'ils fassent faillite. Exactement. Ouais. C'est dommage quand même, parce que ce serait intéressant, cette traduction. J'aimerais beaucoup, après je ne perds pas espoir. Après, voilà. Et donc là, vous avez un autre bouquin en route ? J'en ai écrit 3 autres entre-temps. Voilà, vous cherchez donc des éditeurs ? Oui, là je suis en contact avec une maison d'édition, je ne peux pas en parler encore. Je suis en contact avec une maison d'édition pour d'autres romans, oui. D'accord. Qui n'ont pas de rapport avec la République dominicaine. Non.
inspiré par autre chose, une autre histoire, un autre endroit, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de suivi, je veux dire. Non, j'aimerais bien un jour pouvoir. J'avais prévu d'éventuellement écrire une suite, mais pour l'instant, non. Donc, on peut vous trouver où? Parce que je suppose que ce bouquin, vous le présentez dans les salons du livre, les trucs comme ça. Parce que c'est vrai que l'éditeur, il est gentil, mais après, sur le terrain, souvent, on est un peu livré à nous-mêmes. Est-ce qu'on peut vous trouver quelque part est-ce que vous avez des événements de prévus, des signatures, des présentations de prévues en 2026? Alors, j'ai fait pas mal de salons du livre au début. C'est vrai que ce roman maintenant a 3 ans. Oui, j'allais vous demander, voilà, il a 3 ans. Oui, il est né. Il est sorti en mai 2022. Il était né un peu avant. Oui. Il est sorti en mai 2022. Il était dans pas mal de librairies, des Cultura, etc. Puisque j'ai lu à une grosse frappe au niveau de diffusion. Tout à fait. J'ai lu, m'a fait aller aussi. J'ai eu le bonheur d'aller au Mans faire des dédicaces, des rencontres dans des grandes librairies. C'était vraiment très chouette. Là, actuellement, on le trouve en ligne. Oui. Sans aucun problème. Partout, de toute façon. Et après, on peut aller dans n'importe quelle librairie et demander à le commander. Parce qu'après, on sait, la durée de vie, en gros, c'est 3 mois d'un roman, à part pour les gros best-sellers ou les longs-sellers. Mais on peut très bien aller dans n'importe quelle librairie et demander à le commander chez son petit libraire ou dans une librairie un peu plus grande. D'accord, mais on ne vous trouve pas sur le terrain en présentation, parce que donc vous en avez fait. Mais est-ce que vous continuez à faire des signatures quelque part? Est-ce que vous avez rien de prévu? Non, pas actuellement. Pas actuellement. Non, j'ai fait la dernière il y a quelques mois, mais là, pas actuellement. Non, je suis plutôt sur les autres projets. Et oui, on ne peut pas tout faire. Hein. Non, voilà, et mon métier. Oui, voilà. C'est vrai que... Moi, j'étais en train de penser, j'étais en train de me poser la question. J'ai percuté sur le mot la durée de vie de 3 mois d'un livre. Oui. Donc, on a tout intérêt à le sortir en début d'année. C'est pas vous qui choisissez. C'est la maison d'édition là aussi. Et puis, il y a des saisons. Et clairement, le mien était un roman d'été. Donc, il est sorti au mois de mai. Là, le prochain, un de ceux que j'ai écrit, c'est un roman de Noël. Bon, évidemment, il sortira en octobre, qui est la période des romans de Noël. Ce qui fait qu'en janvier, il aura 1 an. Voilà. C'est là le problème. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'ils doivent calculer par rapport à la période, par rapport à ce qui se passe dans le bouquin, de quoi ils parlent. Ils doivent calculer. Mais non, on peut faire quand même pas mal de pubs, c'est-à-dire à l'avance comme un teaser. Ils le font. Sur le livre. Ils le font. Il y a donc, 2 grandes sorties par an. 2 grandes sorties par an, février et la rentrée de septembre-octobre. Mais on peut faire des préventes avant. Voilà. Oui, après, on n'a pas. Nous, encore une fois, quand on est en maison d'édition, on n'a pas la main. Oui, ils le font un peu, les maisons d'édition le font un peu. Oui. Commence à le faire, oui. Ouais, c'est l'éditeur qui choisit. Maintenant, avec le web, il commence. Mais heureusement. Heureusement. On peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait, sur Instagram. Et sur Instagram, à Julia Bru écrivaine, et aussi sur Facebook, et j'ai un site web, Julia Bru. Vous parlez des prochains, et vous les présentez pas à J'ai lu? Non, celle qui était mon éditrice et qui avait cette collection dans laquelle est sortie J'ai lu a changé de métier et n'est plus éditrice. Voilà. D'accord. Et d'où le fait que je ne collabore plus avec J'ai lu, mais ma collaboration s'est très bien passée. Oui. J'en étais très contente, il n'y a eu aucun problème, mais d'où mes démarches d'aller vers d'autres maisons d'édition. Et puis ce que j'ai écrit n'a pas de... C'est un autre genre, j'ai écrit un roman Noël, j'ai écrit un roman contemporain qui est une histoire de famille, et j'ai écrit un thriller psychologique qui se passe à Venise. Donc c'était aussi dans un autre genre, quoi qu'il en soit. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que suivant les maisons d'édition, ils traitent plus ou moins des genres différents. Oui. Il y en a qui sont spécifiques dans certains... Après, il y en a qui sont généralistes, mais ils ont des collections, donc il y a des éditeurs qui sont sur certains genres. Voilà. Tout à fait. Mais écoutez, en tout cas, on vous souhaite bonne chance, parce que... Merci. C'est quand même dommage, parce que J'ai lu, c'est quand même un bon éditeur, qui a quand même pignon sur rue, qui diffuse énormément. Et on vous souhaite de trouver un éditeur à la hauteur de J'ai lu. C'est en bonne voie, Bon, ça c'est bien. Merci. Donc, félicitations. Écoutez, en tout cas, félicitations déjà. Merci. Et on vous remercie d'être passé par chez nous. C'est moi, merci. Merci beaucoup. Donc, l'émission prend fin et on vous dit tous et toutes bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.